Bonjour, on va évoquer une localisation qui est encore relativement méconnue de la fameuse forêt de Brocéliande, et en tout cas de l'épopée des chevaliers de la table ronde et du cycle arthurien, que beaucoup d'éléments historiques, dûment attestés, solides, nous font penser être la grande forêt qui se trouve encore aujourd'hui dans les environs des villes de Combourg et de Dol de Bretagne, c'est-à-dire dans l'arrière-pays du Mont-Saint-Michel. À l'origine de cette étude sur Brocéliande et la légende du Graal, euh, il y a le travail du docteur Georges Bertin, qui est un socio-anthropologue qui a énormément travaillé autour du légendaire, de l'imaginaire arthurien. Et j'avais été très marqué par la lecture de ses ouvrages, Saint Graal et l'imaginaire, qui montrait que la localisation du mythe arthurien, et en particulier du mythe de Lancelot du Lac, n'était pas forcément celle qui nous était habituellement présentée. Et Georges Bertin citait des thèses universitaires comme celle de Carvez qui explique que la légende d'un brocéliande en forêt de Pimpon, en Ille-et-Vilaine, est une invention du XIXe siècle, a priori sans beaucoup de fondements strictement historiques. Et à cette époque, j'ai voulu me faire ma propre idée et j'ai eu l'envie de relire les textes fondateurs du XIIe et du début du XIIIe, donc des textes qui, pour certains, sont en latin mais traduits en français, fort heureusement. Il est difficile de lire le bas latin et les textes, beaucoup de textes sont en ancien français qui sont aujourd'hui encore lisibles et il y a des traductions qu'on trouve très facilement, des grands textes. J'ai donc fait euh, ce travail de relecture des textes fondateurs du mythe arthurien, au départ interpellé par ce que j'avais lu chez Georges Bertin, qui, avec une expertise très, très, très minutieuse, montrait qu'il fallait remettre en question la localisation de ces mythes. Au moment où s'écrivent les romans arthuriens, les villes de Dol et Combourg sont déjà constituées et sont intimement liées. En réalité, c'est la même famille qui règne sur Dol, qui est un archevêché ou évêché selon les époques, donc une place religieuse extrêmement importante. Dol a été longtemps l'archevêché de toute la Bretagne. Et Combourg est une place forte très importante qui contrôle la route sud d'accès à l'évêché de Dol de Bretagne. Donc une même famille, qu'on appelle les Dol-Combourg, règne sur les deux villes et au moment qui nous intéresse, au moment où certaines familles vont aller de Petite-Bretagne en Grande-Bretagne, c'est-à-dire au moment de la conquête de Guillaume le Conquérant en 1066 de la Grande-Bretagne. Les familles de Dol et de Combourg vont être sollicitées pour accompagner Guillaume le Conquérant. Et ces deux villes vont rentrer dans notre histoire très, très rapidement pour cette raison. Donc au XIe siècle, en 1066, les chevaliers de Petite-Bretagne vont accompagner le duc de Normandie. Guillaume le Conquérant va devenir roi d'Angleterre et pour les remercier, va distribuer certains fiefs. Et le fief de Marmouth, par exemple, va être attribué à une famille d'origine dauloise. Donc la seigneurie des Dol-Combourg, d'emblée, s'inscrit dans la logique de ce qui va permettre l'éclosion des romans arthuriens. Il y a dans la littérature arthurienne un personnage absolument central, c'est Geoffroy de Monmouth. Alors, il a presque tout inventé. En tout cas, il a recueilli un certain nombre de légendes d'origine de Petite-Bretagne, du Pays de Galles sans doute. Il vit à Monmouth, au Pays de Galles. Mais Geoffroy de Monmouth, donc on est dans la première moitié du XIIe siècle,
va utiliser le matériau qui est celui de ses ancêtres. Car Geoffroy de Monmouth est un descendant d'une famille qui s'appelle les Badrons, qui était originaire de Épignac et La Boussac, qui sont deux petits fiefs entre Dol et Combourg. Donc en fait, ils étaient liés à cette seigneurie des Dol-Combourg dont on a parlé, et c'est pour cette raison que Geoffroy de Monmouth va se retrouver dans une situation où il y a une forte liaison entre cette petite seigneurie des Dol-Combourg, enfin déjà une grande seigneurie, en fait, à l'époque, et l'abbaye de Monmouth. Ce personnage, il va tout inventer. Il va recueillir les récits autour du roi Arthur, de sa femme, Guenièvre. Il va évoquer la fée Morgane. Il va évoquer Merlin l'Enchanteur. Et il va évoquer un certain nombre des chevaliers de la table ronde. Donc on a déjà presque constitué, non pas l'ensemble du récit de la table ronde et du récit arthurien, mais en tout cas ce qui en fait son socle. Et donc ce socle a été constitué par Geoffroy de Monmouth, qui était de Petite-Bretagne, qui était originaire de la seigneurie des Dol-Combourg. Et on va le voir au fil du récit, il va largement s'inspirer des éléments réels pour le transposer dans un imaginaire, dans ce qui est déjà un imaginaire de Brocéliande. Et le cycle arthurien est né de cette liaison entre le Pays de Galles, à Monmouth, et le Dol-Combourg. À l'époque où il écrit, l'abbaye de Saint-Florent de Monmouth est très influente. Elle dépend de Saint-Florent près de Saumur, et comme l'abbaye du Bréguin près de Dol. Et les moines de l'abbaye de Bréguin près de Dol, abbaye qui dépend de Saint-Florent-Saumur, vont être en contact régulier avec les moines de l'abbaye de Saint-Florent de Monmouth. Ce qui explique que non seulement les ancêtres pas si lointains de Geoffroy de Monmouth sont encore présents certainement dans la mémoire familiale et donc les lieux d'origine de la famille, donc la seigneurie des Dol-Combourg, mais ça lui est tout simplement rappelé par les échanges de ces moines qui, et ça c'est tout à fait attesté, qui vont communiquer entre les deux abbayes, il y a un tandem en fait, entre l'abbaye du Bréguin près de Dol, de Bretagne, et cette abbaye de Monmouth. Et là, il ne faudra donc pas s'étonner qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui nourrissent le cycle arthurien à partir d'éléments qu'on va réellement en fait trouver dans cette région de Dol-Combourg. Ça a été la base de mon étude. Dans l'œuvre de Monmouth, qui se compose de deux ouvrages qui sont des clés pour comprendre la naissance, la genèse du cycle arthurien, l'histoire des rois de Bretagne, alors entendre par Bretagne la Grande-Bretagne, aujourd'hui l'Angleterre, l'histoire des rois de Bretagne, dans lequel on va trouver le récit de l'épopée arthurienne, dans lequel va intervenir Merlin l'Enchanteur en soutien du roi Arthur, dans lequel on retrouve tous les personnages qu'on a cités déjà. Et le deuxième livre important aussi de Geoffroy de Monmouth, c'est la vie de Merlin, qui, comme l'indique son nom, est consacré à l'enchanteur, et après ça a été énormément, bien sûr, repris. On a brodé autour de cet enchanteur Merlin, mais c'est une invention de Geoffroy de Monmouth, une invention littéraire. En fait, on n'est pas très sûr que le roi Arthur ait jamais existé. Certains travaillent sur des hypothèses de soldats romains, de chefs de guerre au Pays de Galles, etc. Il y a certainement des choses vraies, mais grosso modo, ce qu'on trouve dans l'histoire des rois de Bretagne, Arthur est quand même un roi imaginaire.
quand il va combattre dans toute l'Europe, on se doute bien que Geoffroy de Monmouth a pris quelques libertés, comme on le faisait à l'époque, avec la réalité des choses. Même s'il le présente comme une chronique, d'ailleurs. Geoffroy de Monmouth, il présente son étude comme quelque chose de réel. Et alors, il y a un personnage quand même qui est réel, parce qu'on se doute bien que la fée Morgane est un personnage de fiction, déjà. Ne parlons pas de Merlin l'Enchanteur, etc., mais qui est sans doute lié à des bardes ayant existé, mais il y a un personnage réel, et un seul, enfin un seul je crois, à ma connaissance, dans l'ouvrage de Geoffroy de Monmouth, c'est Samson, l'évêque de Dole. Et c'est un personnage dont l'historicité ne fait aucun doute. Des textes qui le font intervenir dans des réunions ecclésiastiques au sommet en France. Il a été donc le premier évêque de Dol de Bretagne. Saint Samson, il fait partie du récit de Geoffroy de Monmouth, qui était de loi d'origine. En toute logique, il a pris l'évêque de Dole comme une référence, et on voit que, ce qui est la réalité d'ailleurs, on voit que Geoffroy de Monmouth va passer de Grande en Petite-Bretagne. C'est très étonnant parce que dans le récit imaginaire de Geoffroy de Monmouth, on est au XIIe siècle, je le rappelle, il invente une histoire, celle du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, et de Guenièvre et de Merlin, qui est censée se passer au VIe siècle. Or, dans l'histoire réelle, Saint Samson est effectivement un personnage du VIe siècle. Donc il y a quand même une base, une historicité réelle, une base solide dans le texte de Geoffroy de Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne, puisque le personnage réel qu'il fait intervenir correspond tout à fait aux dates finalement qu'il nous donne, qui est autour de 580 pour l'existence du roi Arthur. Et donc ce personnage de Saint Samson est pour nous très intéressant parce que c'est un personnage attesté à la bonne époque et cité dans le récit des histoires des rois de Bretagne, qui est le récit fondateur de notre cycle arthurien. Alors il y a un autre évêque de Dol de Bretagne qui est très important dans la construction des mythes arthuriens, c'est Baudry de Bourgueil. Alors Baudry de Bourgueil vit au XIIe siècle, il est archevêque de Dol de Bretagne. Il est le mieux placé pour piocher dans les archives de cette grande cathédrale de Dol, qui à son époque est un phare pour la chrétienté bretonne. Et Baudry de Bourgueil va s'intéresser à l'histoire de sa cathédrale et va évoquer une relique dont il attribue la découverte à Saint Budoc, qui a vécu à la fin du VIe siècle, qui était le troisième évêque de Dol. Alors, je reprends parce que l'histoire est un petit peu complexe. Il y a au VIe siècle donc un évêque de Dol qui est Saint Samson. Son successeur s'appelle Saint Magloire, peu importe, et le successeur de Saint Magloire s'appelle Budoc. Et d'après Baudry de Bourgueil, qui écrit au XIIe siècle, ce Budoc serait allé à Jérusalem et aurait rapporté la sainte relique suprême, qui est la coupe ayant servi au dernier repas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est très important. D'abord parce qu'il ne s'agit pas d'une construction littéraire. Baudry de Bourgueil le décrit comme la réalité de l'histoire de sa cathédrale. Il prétend que c'est sorti des archives de sa cathédrale, et dans un texte qu'on trouve à la Bibliothèque nationale, et quelques copies ici et là, qui s'appelle la Chronique de Dol, Baudry de Bourgueil écrit donc au XIIe siècle que le Graal, il ne le nomme pas encore Graal, mais il s'agit bien du Graal qui va nous intéresser, du Graal chrétien en tout cas, qui va nous intéresser dans le contexte du cycle arthurien, puisque c'est la coupe qui a servi au dernier repas du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Baudry de Bourgueil évoque même la coupe et le plat. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard chez Chrétien de Troyes, par exemple, au sujet de la description du Graal. Et c'est très intéressant parce que c'est la première apparition de cette coupe de la Seine, cette coupe du Saint Graal, en Occident.
plus d'un demi-siècle avant Chrétien. C'est la première fois qu'on nous évoque ce Graal. Il faut savoir que c'est l'époque, ce XIIe siècle, où on invente des reliques. C'est l'époque où naissent nombre de Sainte Croix, de morceaux de la Sainte Croix. Bon, c'est l'époque. Le XIIe et le XIIIe siècle sont des époques où vont naître la plupart des grandes reliques. Et il est tout à fait évident que le but de Baudry de Bourgueil, en nous présentant cette relique du Graal, enfin qu'il ne nomme pas Graal encore une fois, mais qui est la coupe de la Seine, il a tout simplement envie de faire venir des pèlerins pour enrichir la cathédrale dont il est en charge. Mais pas seulement, mais sans doute pas seulement. Parce que Baudry de Bourgueil va mener une enquête qui va nous intéresser au plus haut point, qui est tout à fait passionnante. Donc là, personne ne parlait du Graal encore à cette époque. Hein. Les romans de la Table Ronde n'évoquent pas, les romans de Geoffroy de Monmouth ne parlent pas du Graal encore. Et donc le premier à en parler, c'est pas un poète, c'est pas un trouvère, c'est un archevêque qui le présente comme une réalité. Et cet archevêque, il va aller aussi voir les moines de l'abbaye de Fécamp. Parce qu'une légende disait que parmi les reliques de Fécamp, s'était perdue la sainte ampoule qui contenait le sang du Seigneur. Et ça intéresse beaucoup Baudry de Bourgueil. Sully de Béthune, qui était à l'époque en charge de l'abbaye de Fécamp, va découvrir cette ampoule sacrée, ce sang du Christ, donc du vivant de Baudry, et à la suite des courriers qu'a fait Baudry de Bourgueil, l'archevêque de Dole, aux moines de Fécamp, en disant il y a quelque chose d'extraordinaire, nous on a la coupe de la Seine, mais vous avez le sang du Seigneur. Donc on commence à voir le sang du Christ associé à la coupe qui a servi au dernier repas du Christ. Donc on est en train de voir ce profiler là, déjà ce qui va constituer les éléments du Graal chrétien. Le Graal, c'est un concept très très vaste. Georges Bertin a écrit des ouvrages absolument merveilleux sur le sujet, en montrant toutes les facettes, etc. Donc le Graal chrétien n'est qu'une des facettes possibles pour l'objet, ou pour le concept de Graal. Mais en tout cas, ce Graal chrétien commence à être défini avec l'histoire de cet archevêque de Dole qui va voir les moines de Fécamp. Et cerise sur le gâteau, la personne qui a découvert ce sang du Christ à Fécamp va être ensuite en charge, une quinzaine d'années plus tard, de l'abbaye de Glastonbury. Or, à Glastonbury, miracle, ce même Sully va retrouver la tombe du roi Arthur et de la reine Guenièvre. Alors, tout ça est encore très actuel. Quand il y a un circuit touristique autour du cycle arthurien en Grande-Bretagne, où on visite Glastonbury comme étant la sépulture, le lieu de la sépulture du roi Arthur et de Guenièvre. On n'est pas très loin de Monmouth d'ailleurs. Enfin, à vol d'oiseau, c'est pas une distance énorme. Et c'est très intéressant parce que là, on a un évêque qui va contacter les moines de Fécamp, et à Fécamp, un glissement vers Glastonbury du légendaire à la fois du roi Arthur, donc des chevaliers de la Table Ronde, et de cette coupe de la Seine qui vient de Dole de Bretagne, qui était attachée à la cathédrale de Dole, et du sang du Christ. Et voilà, et après il y a les trouvères comme Chrétien de Troyes, et surtout en ce qui concerne le Graal chrétien, Joseph de Boron, qui vont à la charnière entre le XIIe et le XIIIe siècle écrire l'épopée du Graal. Mais l'épopée du Graal sur une base qui était celle qui avait été suggérée par cet évêque de Dole de Bretagne, Baudry de Bourgueil, qui pensait le Graal dans une crypte sacrée et secrète sous la cathédrale de Dole de Bretagne. Nous sommes ici à Combourg. Et Combourg, c'est un lieu arthurien très important parce que c'est, à mon sens, complètement lié à l'histoire du chevalier Lancelot du Lac.
Alors, il faut bien avoir à l'esprit que la légende arthurienne, au départ, est une légende écrite au Pays de Galles, et que le roi Arthur est un roi d'Angleterre, les chevaliers de la table ronde sont tout naturellement la plupart des Gallois ou des chevaliers de Grande-Bretagne. Sauf deux chevaliers, qui sont cousins d'ailleurs, qui sont des chevaliers de Petite-Bretagne. Donc la Bretagne armoricaine aujourd'hui, la Bretagne française, qui sont Lancelot du Lac et son cousin Bohort. Ils portent les mêmes armes d'ailleurs, puisqu'ils sont cousins. Bon, c'est pas innocent si on a des chevaliers de Petite-Bretagne à cette époque qui apparaissent comme partenaires des chevaliers de Grande-Bretagne. Parce que l'idée de Henri II Plantagenet était d'intégrer la Petite-Bretagne dans la Grande. Et c'est vrai que c'était tentant quand on avait la Normandie, l'Aquitaine, la Grande-Bretagne, de l'Écosse aux Pyrénées, on avait cette petite tâche qui n'était pas encore à eux, qui était la Petite-Bretagne. Et Henri II Plantagenet aurait bien aimé voilà, cette façon de faire, d'associer dans un grand légendaire, dans une grande épopée arthurienne, le roi d'Angleterre avec les chevaliers de Petite-Bretagne, et de l'arranger bien. Et donc les Trouvères vont inventer donc, ce personnage de Lancelot du Lac qu'on a chez Chrétien de Troyes et qu'on connaît surtout par un grand texte qui s'appelle le Lancelot en prose, donc, du début du XIIIe siècle. Et on connaît bien ce Lancelot en prose, on le trouve en poche, enfin on trouve ça très facilement, ça se lit. Il y a des éditions qui sont très bien faites où on a le texte en ancien français et le texte en français moderne, et on s'aperçoit très vite, on se familiarise très vite avec l'ancien français d'ailleurs, c'est un bon exercice, c'est pas si compliqué, et comme on a voilà, la double page, c'est très agréable à lire. Et on y apprend donc que ces chevaliers armoricains sont Lancelot du Lac et son cousin Bohort portent des armoiries. Alors ça, c'est un indice qui va être très intéressant parce que au XIIIe siècle, on ne plaisante pas du tout avec des armoiries. C'est pas un objet de décoration, c'est un objet qui signe une famille donnée, précise. Donc quand on donne des armoiries à quelqu'un, c'est par référence à une famille existante et qu'on peut très facilement, aujourd'hui encore, localiser. Et dans le texte du XIIIe siècle, dans le Lancelot en prose, on a une description très précise des armoiries de Lancelot du Lac. On explique que son blason est d'argent, de blanc, sous fond blanc, et que viennent s'ajouter une bande latérale de gueule, c'est-à-dire rouge, à son premier fait d'armes, puis une deuxième, et enfin une troisième qui va lui donner ses armoiries complètes, les armoiries de Lancelot du Lac qu'on trouvera ensuite dans les miniatures du XVe siècle, par exemple, tout le temps associées au personnage de Lancelot et de Bohort. Ces armoiries sont donc d'argent à 3 bandes de gueule. Or, ces armoiries existent et sont celles d'une famille qui s'appelle les Couetquins, qui est liée à la famille des Dol-Combourg. Et le château de Couetquin, c'était une motte féodale à l'époque où s'écrivent les romans du Graal. Une motte féodale, c'est une structure en bois défensive qui existe toujours. Enfin, la motte existe toujours. Hein, on peut la voir dans la forêt de Couetquin. Se trouve à 12 km de Combourg. Et donc, tout ça est très cohérent par rapport à ce qu'on vient de décrire, parce qu'à la fois, on a un concepteur du premier cycle arthurien qui est Geoffrey de Monmouth, qui est daulois d'origine, des gens de la seigneurie des Dol-Combourg qui sont partis donner un coup de main à Guillaume le Conquérant, qui se sont retrouvés à Monmouth. Et puis on a cette liaison avec Fécamp et Glastonbury de la région, toujours la région dauloise, à partir de... Voilà. Et on retrouve cette même région des Dol-Combourg dans le personnage de Lancelot du Lac. Et il y a une précision qui est très 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 intéressante aussi dans le Lancelot, c'est qu'il est élevé par la fée Viviane. Et la fée Viviane, elle est dite habiter les marches de Bretagne, les marches de Petite-Bretagne. Et Lancelot lui-même, d'ailleurs, est donné comme habitant, son fief, donc Pan de Bénoïc, son père, habite la région des marches de Gaule et de Petite-Bretagne.
Et là, l'endroit où il va être élevé par la fée Viviane, c'est clairement les marges de la Petite-Bretagne qui sont dans le texte fondateur. Ça tombe très bien, puisque cette famille des Couëtquins se trouve aux marches, près de Combourg, de Bretagne. Il faut rappeler que les marches de Bretagne, c'est une structure défensive, c'est une frontière, c'est une structure défensive qui va grosso modo au nord de Dol de Bretagne, où il y avait un château important, défendant la cathédrale de Dol, bien sûr, Combourg. Plus au sud, on va trouver Fougères, Vitré, voilà, jusqu'à Clisson, jusqu'à Nantes, pour fermer les frontières de la Bretagne. C'est ça les marches de Bretagne. Au XIIIe siècle, quand s'écrivent ces romans, cette structure défensive se met en place, en fait, est déjà en train de se mettre en place. Les châteaux sont à peu près contemporains de ces époques de XIIe et XIIIe d'écriture de ces romans. On a là une cohérence parfaite de Lancelot du Lac qui est né près de Combourg, donc aux marges de Bretagne, élevé par la fée Viviane, et beaucoup de textes, comme le roman Owen, qui fait pendant à Yvain, le chevalier au lion de Chrétien III, précise même que la forêt de Brocéliande se trouve aux marges de Bretagne et au bord de l'océan. Ça, c'est tout à fait explicite dans le texte de Owen, où pour trouver la fontaine de Barenton, on va d'abord dans un château qui borde l'océan. Donc on voit déjà que si on prend une carte, les marges de Bretagne et l'océan, ça nous amène dans l'arrière-pays du Mont-Saint-Michel, au fond, dans lequel on trouve effectivement le fief des Couëtquins de Lancelot du Lac. Et quand on regarde de près, d'ailleurs, le récit de Lancelot, son père Ban de Banoïc, va parcourir 12 km pour arriver au domaine de la Dame du Lac, où va être recueilli Lancelot, et il va voir son château flambé depuis un tertre qui domine le château de la Dame du Lac. C'est tout à fait Combourg. La distance entre Couëtquin, le fief de Couëtquin, la mode féodale, et du château de Combourg est de 12 km. C'est exprimé en lieu gallois, peu importe, mais il s'agit bien des 12 km qui séparent les deux points. Et il y a un monticule qui s'appelle les Landes de Rignac, ici, qui affectionnait particulièrement l'écrivain Chateaubriand, qui permet de voir effectivement une mode féodale incendiée à Couëtquin, ce qui est une réalité historique en prime. Le château a été incendié par les Vikings, un petit peu avant que ne s'écrivent les romans en question. On est dans le romanesque, on est dans l'imaginaire. Brocéliande est une forêt imaginaire, mais qui prend racine sur des faits réels, des lieux réels, en rapport avec les gens qui ont écrit ces histoires. D'ailleurs, plus tard, les Couëtquins ont été propriétaires du château de Combourg. Et c'est pour cette raison, leurs armes, les armes de Lancelot du Lac, en fait, on les retrouve dans la décoration intérieure du château de Combourg. Dans le grand salon et dans le vestibule. Le château de Combourg se visite, c'est une très belle visite. Il est ouvert au public voilà, en saison. Et on y voit les armes de Lancelot un peu partout. Alors, les Couëtquins étaient propriétaires du château de Combourg, donc pas étonnant qu'on y retrouve leurs armes. On a aussi le fait d'armes très important d'un Couëtquin aux côtés des Chateaubriand. Ils ont sauvé la vie du roi Saint-Louis à la bataille de Mansoura. Saint-Louis a d'ailleurs récompensé les Chateaubriand en leur donnant la permission de porter des fleurs de lys sur leur blason. Et la devise Mont-Saint-Ain, la bannière de France, enfin, on sort un peu de notre sujet, mais pas tout à fait, parce qu'il est évident que Lancelot du Lac devait être le représentant d'une famille s'étant illustrée par des faits guerriers importants. Et donc là, on a, avec les Couëtquins, on a une famille qui est une famille de grands chevaliers armoricains, de chevaliers solides, qui vont accompagner Saint-Louis en croisade, et c'était une famille très importante, s'étant illustrée par des faits d'armes, et donc associée à Lancelot du Lac. Voilà pourquoi on trouve au château de Combourg les armes de Lancelot du Lac, et toute l'histoire devient, à mon avis, d'une grande cohérence historique et dans son déroulement chronologique.
Après Geoffroy de Monmouth et avant Chrétien de Troyes, il y a un auteur qui est important, qui est né à Jersey, qui est un auteur anglo-normand, qui écrit en langue romane, c'est-à-dire en vieux français, qui s'appelle Weiss. Et Weiss, c'est le traducteur de Geoffroy de Monmouth, en fait. Son histoire des rois de Bretagne va être traduit en vieux français. Et Weiss, dans le roman de Roux et le roman de Brut, qui sont ses œuvres, va introduire la forêt de Brécélien, Bercélien, ou Brécélien, qui se situe clairement en Petite-Bretagne, et qu'il associe à la fontaine de Bélenton, ou de Barenton aujourd'hui, la fontaine qui bout, qui va être celle du chevalier au lion du roman de Chrétien, plus tard. Et c'est donc Weiss qui va introduire la forêt de Brocéliande et sa fameuse fontaine. Alors, où est-elle cette fontaine? D'après Owen, au bord de l'océan. Donc je sais très bien que beaucoup de touristes aujourd'hui découvrent une fontaine dite de Barenton, qui a été déclarée de Barenton au XVe siècle par Guy de Laval, qui voulait mettre en valeur ses terres. Mais au XVe, c'est pas le XIIIe, c'est pas le XIIe. Donc on est déjà dans l'histoire qui se déforme, à mon avis. Parce que dans les textes anciens, la fontaine de Barenton se trouve proche de l'océan. Il y a un auteur qui est important, qui est souvent méconnu quand même, pour comprendre l'histoire de cette fontaine, cette fontaine qui bout, cette fontaine au miracle. C'est Huon de Méry. Huon de Méry, c'est un clerc de l'armée de Saint-Louis. Donc on est au début du XIIIe siècle, enfin dans la première moitié du XIIIe, et Huon de Méry a lu Chrétien de Troyes et va chercher à retrouver cette fontaine dont parle Chrétien dans Yvain et le chevalier au lion, et il le décrit dans un ouvrage qui s'appelle le Tournoi de l'Antéchrist. Et cet ouvrage, il est très intéressant parce que Huon de Méry, au départ, se situe aux marges de Bretagne, logiquement, puisqu'il dit que la forêt de Brocéliande est proche. Il se situe à Saint-Aubin-du-Cormier, au moment où l'armée de Saint-Louis prend possession de Saint-Aubin-du-Cormier et va gagner contre Mauclerc, le duc de Bretagne. Et là, il dit, il le présente comme un récit au départ réel, il dit, comme la forêt de Bercélien ou Brécélien n'était pas loin, n'était pas éloignée, j'ai décidé d'aller à la rencontre de cette fontaine dont parle Chrétien de Troyes. Et il chemine un peu et il décrit son arrivée au bord de l'océan, comme dans Owen. Un texte très joli en disant que il était là un jour de pleine lune et que juste après le coucher du soleil, la lune se lève à l'est. Toujours à l'est, la lune, comme le soleil, se lève à l'est dans nos régions, partout. Hein. Elle suit le mouvement des planètes et du Soleil, c'est-à-dire coucher à l'ouest et lever à l'est. Important parce qu'il le précise que la Lune se lave le visage, le vis, sur l'océan. C'est très joli, cette pleine Lune qui va éclairer cette nuit où il va découvrir la fontaine de Barenton, près de l'océan. Le seul endroit où on peut voir la Lune se lever sur la mer, dans nos régions, c'est la baie de Cancale, donc la région du Mont-Dol. Et on voit très bien ensuite que dans son discours, Huon de Méry évoque la lutte entre le diable et Saint-Michel, qui est une légende attachée au Mont-Dol, et qui est une légende qui est attachée bien sûr au Mont-Saint-Michel aujourd'hui aussi. Mont-Saint-Michel dont parlait déjà Geoffroy de Monmouth dans l'histoire des rois de Bretagne, comme un des lieux réels cités dans l'histoire à la base du cycle arthurien, puisque Monmouth nous avait expliqué que le roi Arthur allait combattre un géant au Mont-Saint-Michel et aller visiter le Mont-Saint-Michel et Tombelaine, la tombe d'Hélène, dans le vieux français qui joue avec les mots, même si les étymologies ne sont pas les bonnes, peu importe.
Alors on peut s'interroger sur la localisation précise de cette fontaine dite de Barenton, de Belenton. Les gens qui pensent que Brocéliande se situe en forêt de Paimpont, ce qui n'est pas, comme vous l'aurez compris, du tout mon cas, la situe là-bas sur la base d'un texte du XVe. Moi, je pense qu'elle ne peut pas être dans cette situation géographique à cause de ses références continuelles à l'océan. Il n'est pas du tout impossible, si on se réfère au texte de Huon de Méry, que la fontaine dite de Saint-Sanson à Carfontain, près du menhir du Champ-Dolan, un très grand menhir de 9 mètres 20, ait été la source d'inspiration, ou l'une des sources d'inspiration de ce qui donnera cette fontaine miraculeuse. En tout cas, il y a une mention d'une pierre qu'on n'a jamais vue près de la fontaine. Évidemment, on peut penser au Champ-Dolan, qui est le plus grand menhir d'Ille-et-Vilaine, et l'un des plus grands de Bretagne, le troisième, je crois, avec ses 9 mètres 20 de hauteur, et qui jouxte la fontaine Saint-Sanson, qui me fait, sans que rien ne soit prouvé à ce niveau-là, un excellent candidat pour la fontaine d'Yvain, et voilà, et la fontaine décrite par Huon de Méry, en tout cas. Ce qui fait penser aussi que la fontaine Saint-Sanson est un bon candidat, c'est qu'elle se trouve en dehors des forêts domaniales aujourd'hui, qui constituent, à mon avis, un excellent candidat pour la forêt de Brécélien-Bercélien. Il y avait une chapelle, d'après les textes, près de la fontaine de Belenton, ce qui a toujours été le cas, puisque dès Saint-Sanson, on a une chapelle créée par Saint-Sanson à côté de cette fontaine à Carfontain. Il y avait un grand pin aussi, mais on est dans une clairière, en dehors de la forêt. Les textes sont très clairs, ils décrivent la fontaine d'Yvain, ce n'est pas en forêt. Ce n'est pas en forêt, c'est dans une clairière et près d'une chapelle. La grande figure historique de Combourg, c'est l'écrivain François-René de Chateaubriand qui écrit dans les Mémoires d'Outre-Tombe « C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis ». Et c'est vrai qu'il est très marqué par le château de Combourg, qui est à l'origine de sa sensibilité romantique et du renouveau du romantisme en littérature. Assez curieusement d'ailleurs, parce que le roman, c'est-à-dire les livres écrits en langue romane, sont nés en quelque sorte de cette époque, au XIIe et XIIIe siècle, du cycle arthurien autour de Combourg et Dol, et comme si l'histoire bafouillait, le renouveau du romantisme XIXe est né à Combourg. Et Chateaubriand vivait à une époque où on ne situait pas vraiment Brocéliande précisément en Bretagne. Au XIXe, on disait que ça pouvait peut-être être la forêt de Brocéliande, peut-être être la forêt de Quintin, mais ça ne tient pas du tout en fait, puisque on sait qu'elle est beaucoup trop éloignée des marges de Bretagne. Aujourd'hui, on a affiné l'analyse avec les textes. Quintin, c'était pas très loin de la mer, donc ça allait à peu près pour la proximité avec l'océan, mais ça n'allait plus du tout avec les marges de Bretagne. Et Chateaubriand, lui, pensait clairement que la forêt de Brocéliande était autour de Combourg, puisqu'il écrit « Je suis né au pays des fées ». Et puis, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, toujours, il écrit au XIIe siècle les cantons de Saint-Malo, de Rennes, de Fougères, de Bécherel étaient occupés par la forêt de Brécéliande. Et donc pour Chateaubriand, il est clair que cet homme très féru d'histoire, et surtout d'histoire bretonne, très au fait de l'histoire bretonne, eh bien, pour Chateaubriand, il n'y avait aucun doute. Il le redit dans Essai sur la littérature anglaise, je tiens Brocéliande pour la forêt autour de Bécherel, près de Combourg. Donc on est, nous, dans une thèse qui était déjà défendue par le grand érudit que fut François-René de Chateaubriand.
Chateaubriand, d'ailleurs, pensait que ces grandes forêts qui existent encore autour de Combourg et Dole, hein. On a ici une appellation à Combourg de cité verte. Il y a des forêts domaniales très importantes, la forêt de Couëtquin, la forêt du Ménil, le domanial, la forêt donc de Tressé, la forêt de Villecartier. On a l'un des plus grands espaces forestiers d'Ille-et-Vilaine en ce qui concerne les forêts ouvertes au public et libres d'accès à tout moment. Il est très bien entretenu puisque donc ce sont des espaces domaniaux, des espaces publics. Dans ces forêts de toute beauté, on trouve des choses très intéressantes. D'ailleurs, dans la forêt de Couëtquin, il y a un grand menhir qui s'appelle le menhir de Saint-Sanson. On revient à Saint-Sanson, sur Rance. On est en bordure de la forêt de Couëtquin, qui, dans notre thèse, est l'entrée de Brocéliande. Et le lieu-dit, j'ai récemment repéré à côté de ce menhir de Saint-Sanson, qui semble comme un poteau indicateur, en quelque sorte, de Brocéliande, se nomme Bercélien. C'est sur les cartes IGN. Et or, Brécélien ou Bercélien, c'est le nom ancien de Brocéliande dans les textes. Donc on a là un toponyme qui est celui qui est utilisé par Weiss et qui est utilisé également par Huon de Méry au XIIIe siècle, et qu'on trouve là encore une fois associé à la forêt domaniale de Couëtquin, à l'entrée de notre Brocéliande en Combourg et Dole. Il y a un texte fondamental, c'est le Perceval de Chrétien de Troyes, qui est inachevé, donc qui est ensuite fait l'objet de différentes continuations. Mais il y a des éléments de topographie et toponymie qui sont très intéressants dans ce texte. On y évoque notamment le voyage de Perceval vers le Graal. Et avant d'arriver au royaume du roi pêcheur où il va découvrir le Saint Graal, Perceval va s'arrêter au mont Douloureux. Or, le mot douloureux, en ancien français, même si l'étymologie de Dole, ce qui veut dire plaine sans doute, n'est pas là, mais Dole, c'est la douleur aussi. Donc il peut y avoir un jeu de mots qui était quelque chose de souvent pratiqué par les trouvères, entre le mont douloureux et le mont de douleur, le mont Dole. Et là, quand on regarde de près, il y a des choses qui sont très troublantes. C'est que le mont douloureux où s'arrête Perceval dans son cheminement vers le Graal est surmonté d'une grande colonne auquel Perceval attache son cheval, et que seul le meilleur chevalier peut attacher son cheval à cet endroit. Or, le mont Dol était, à l'époque où s'écrivent ces textes, surmonté d'une grande colonne romaine. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existe encore, puisque les éléments ont été démontés et on les retrouve encore servant de base à 2 piliers dans l'église paroissiale du Mont-Dol. Mais donc on a ce mont douloureux, ce Perceval qui attache à une grande colonne, et il y a des croix sur cette colonne romaine, et c'est ce qui est raconté dans l'histoire de Perceval. Le lieu est christianisé. On est au Mont-Dol, là dans un contexte qui est celui du roman de Chrétien de Troyes autour de Perceval et de la quête du Saint Graal. On brûle, on est proche du Graal, en fait, au Mont-Dol. C'est d'où l'épopée aussi, sans doute, de Huon de Méry, où les choses se corsent en arrivant près de ces lieux mythiques du Graal. Dans les textes, on a aussi la présence de la fille de Merlin, une fille qui se trouve là et qui va recevoir Perceval. On sait que le tombeau de Merlin est une grotte. Il n'y a pas beaucoup de grottes dans nos régions, parce que ce sont des régions granitiques et essentiellement. Et il y a une grotte au nord du Mont Dol, qui donne sur l'océan, et c'est très conforme à ce que la tradition nous donne comme le tombeau de Merlin, qui est une sépulture. La fée Viviane a enfermé Merlin, l'enchanteur, dans une grotte. En tout cas, dans l'une des versions très importantes, l'une des plus significatives versions de l'histoire de Merlin, l'enchanteur. Donc on a au Mont Dol un certain nombre d'éléments qui sont très liés aussi au cycle arthurien, donc la colonne romaine à laquelle Perceval attache son cheval, le nom même du lieu, le Mont Dol, douleur,
Et puis ce tombeau de Merlin, cette grotte nous fait un magnifique pendant de la grotte qui s'appelle Merlin's Cave, que l'on trouve de l'autre côté de la Manche. Et Perceval continuera d'ailleurs vers le Graal en passant près d'un lieu qui s'appelle la Tergate. Et la Tergate, ce sont des lieux qui sont totalement attestés, qui sont sur les cartes aujourd'hui, sur les bords de la Sélune, pas très loin du Mont-Dol en fait. Si on poursuit un peu le voyage, on a Saint-Laurent-de-Tergate, etc. Enfin, plusieurs villages autour de ce même toponyme de Tergate. Voilà. Et cette épopée, eh bien, on va la terminer dans un endroit absolument merveilleux qui est la cathédrale de Dol de Bretagne. Je rappelle que c'est là, dans une crypte aujourd'hui murée, disparue, qui n'a jamais existé, mais peut-être a-t-elle existé, sans doute a-t-elle existé. C'est là que Baudry de Bourgueil avait situé la présence du Saint Graal, pour la première fois en Occident au XIIe siècle. Au tout début du XIIIe siècle, la cathédrale de Dol a été incendiée par Jean Santerre, et qui a donné l'argent pour reconstruire la nouvelle cathédrale, ensuite pris de remords, voulant se réconcilier sans doute avec le Vatican. La cathédrale actuelle du XIIIe n'a plus de crypte. Mais peut-être, au fond, peut-on rêver d'un Graal enterré quelque part dans une crypte secrète. En tout cas, il y a des légendes qui sont très amusantes, parce qu'il y avait une légende qui parlait de la crypte sous la cathédrale de Dol et d'un souterrain reliant le puits extérieur de la cathédrale de Dol à un puits hypothétique intérieur. Voilà. Et il y a une vingtaine d'années, un chercheur qui s'appelle Patrick Amiot, qui dirige une association qui se nomme l'Arcade, à Dol de Bretagne, a découvert ce souterrain et découvert ce puits intérieur sous la cathédrale de Dol. Un souterrain amène et dans les entrailles de la cathédrale de Dol, dans les entrailles de la terre, disent les alchimistes, on a ce puits intérieur qui est ouvert aujourd'hui au public et qu'au moment des journées du patrimoine, on peut même visiter. Au compte-gouttes, on peut descendre dans ce puits. C'est un pèlerinage étonnant. Et donc, pourquoi pas une crypte, effectivement, encore inconnue du Graal à cet endroit. En tout cas, il y a au solstice d'été tous les ans un phénomène assez miraculeux qui est le Graal illuminé par un rayon vert qui tombe à la Saint-Jean au moment du solstice d'été, quelques jours avant le 21 juin, quelques jours après, à midi, heure locale, on a un rayon vert qui tombe sur une fresque tout à fait étonnante dans laquelle des animaux féeriques entourent une coupe surmontée de l'Esprit Saint, de la colombe de l'Esprit Saint, donc un symbole classique du Graal, d'autant que parmi les animaux fabuleux qui entourent la coupe du Graal, il y a le pélican qui est un symbole chrétien lié au sang du Christ. Donc on a là une fresque qui est très liée à l'histoire du Graal, dans la partie nord du transept de la cathédrale de Dol, et c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. C'est une représentation très intéressante du Saint Graal, et une représentation ancienne. Il y a des lieux où le Graal a été honoré très tardivement au XXe siècle. Le célèbre alchimiste Fulcanelli est l'auteur du Mystère des cathédrales, des demeures philosophales, qui sont des très grands livres d'alchimie connus par les amateurs du genre, avait prévu d'insérer dans un livre qui ne l'a jamais fait paraître, qui s'appelait Le Finis Gloria Mundi, une planche représentant le portail sud de la cathédrale de Dol de Bretagne. Et donc il avait prévu une étude, et Fulcanelli considérait la cathédrale de Dol comme celle du Graal déjà. Alors que Fulcanelli écrivait tout début du XXe siècle. Et donc cette histoire du Graal à Dol de Bretagne n'est pas nouvelle. J'ai d'ailleurs évoqué cette planche et cette cathédrale de Dol de Bretagne, et la crypte, le souterrain, etc., le puits intérieur, dans un ouvrage que j'ai consacré à Fulcanelli, à ce dernier livre, mon ouvrage s'appelle Finis Gloria Mundi de Fulcanelli, la révélation. C'est un titre un peu long, mais qui évoque bien ce Finis Gloria Mundi, la fin de la gloire du monde, qui devait être le dernier ouvrage de Fulcanelli, un ouvrage très mystérieux qui présente le Graal dans la cathédrale de Dol.
Voilà, en conclusion, eh bien, je ne peux qu'inviter les passionnés de l'histoire du Graal, et puis les touristes en général, à venir visiter les régions de Dole et Combourg, le château de Combourg, la cathédrale de Dole, le mont Dole, sous l'angle du merveilleux, c'est-à-dire sous l'angle de la quête du Graal des chevaliers de l'épopée arthurienne.